Bonjour à tous, merci beaucoup à l'équipe de C2RP de nous avoir invités à communiquer aujourd'hui. Donc, je suis Émilie Legros-Lafarge, je suis la psychiatre responsable du centre référent de réhabilitation psychosociale de Limoges et je suis accompagnée de mes deux collègues, donc Cécile Fauvet qui est infirmière au C2RL et Ariane Somad qui est notre nouvelle interne pour ce semestre. Et on a choisi de vous parler de cette thématique donc, en termes d'innovation dans l'accueil des étudiants au sein des structures de RPS, qui est une réflexion qu'on mène depuis un petit moment déjà. Alors les équipes de réhab sont très habituées à innover en permanence dans les accompagnements qu'on peut proposer aux usagers pour essayer de s'adapter, se remettre en question de tout ce qui peut faire besoin en fonction de l'évolution des choses. Et on a été confronté à une double problématique, on va dire, peut-être celle d'abord du recrutement de certains types de professionnels, souvent par méconnaissance de ce qu'est la réhab. Ils n'ont pas forcément eu l'info dans leur cursus, pas du tout parce que Limoges est une des villes les plus attractives de France. Hein. Et d'ailleurs, s'il y a un ou deux neuropsy dans la salle qui sont intéressés, il y a un poste à pourvoir. Mais parce qu'effectivement, les gens qui postulent n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'on fait. Et on a une mission de formation aussi qui s'adresse aux partenaires du réseau de la réhab. Et souvent, en fait, les personnes qui travaillent dans le secteur médico-social ont des demandes de formation, mais on se rend compte que, de base, eh bien, les étudiants en médecine, les étudiants AS, n'ont pas forcément eu non plus cet abord-là en réhab. Donc on s'est dit comment on peut faire pour les attirer, leur expliquer ce qu'on fait et leur donner envie de venir travailler chez nous et de diffuser l'info au sujet de la psychiatrie en général à leurs collègues. Je reviens que rapidement en fait sur l'historique de la réhab. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais nous effectivement en termes de terrain de stage, souvent les jeunes en formation, étant donné qu'on est une structure qui dépend de l'hôpital psychiatrique, vont privilégier plutôt les services de soins aigus où ils ont l'impression qu'ils vont voir peut-être plus de la psychiatrie dure, on va dire. Et voilà, on n'est que peu sollicités, alors sauf pour les étudiants de neuropsy, mais qui viennent de loin et qui souvent repartent chez eux, parce que nous, on n'a pas de formation sur place. Et par contre, ceux qui viennent sont hyper intéressés, donc ils ne connaissent pas la plupart des outils d'accompagnement qu'on a pu développer. Donc ça leur paraît intéressant. On a réussi, à force de militer, à intégrer un peu la fac et à introduire depuis 3 ans un séminaire de réhab dédié aux internes de psychiatrie. C'était quand même dommage qu'ils aient rien sur la réhab. Il n'y a pour l'instant rien pour les externes. Et du coup, par contre, ça prend petit à petit de plus en plus de place pour les ergos, les assistants sociaux, les infirmiers. Et on s'est dit que si on avait des outils un petit peu pratico-pratiques pour les accueillir, ça leur donnerait encore plus envie de revenir. Et en plus de ça, on leur a parlé également des thématiques de recherche qu'on peut avoir en réhab, qui sont multiples, qui sont différentes de ce qu'ils connaissent habituellement, justement de l'aspect scientifique un peu plus dur. On est très axé sur le pronostic fonctionnel, ils ne voient pas forcément ça ailleurs. Et par contre, ça implique que pour pouvoir avoir des résultats statistiquement significatifs, on va dire, on a besoin d'un grand nombre d'usagers inclus. Et c'est aussi la force des centres référents de réhab qui participent à cette cohorte nationale qui est la Réhabase, où on peut enregistrer un certain nombre de données qui permet d'être un vivier en termes de thématiques de recherche, éventuellement mobilisables par les étudiants. Alors à Limoges, on a commencé à saisir les données fin 2017. Au printemps, là, on avait 590 dossiers complets qui avaient pu être remplis, donc c'est quand même du monde déjà. Il y a un peu plus de 6000 personnes incluses dans la base. Et voilà, c'est des données qui peuvent être utilisées par ces étudiants-là. Donc, Ariane vous parlera un petit peu de ça avec son projet de thèse. Et c'est aussi, on s'est rendu compte en menant une enquête auprès de nos partenaires du réseau qu'il y avait des angles de la réhab qui les intéressaient vraiment en termes de formation. Donc très demandeurs sur les stratégies qui peuvent être utilisées sur l'inclusion en général, les outils de déstigmatisation, donc on avait fait ce poster qui présentait ça, et qui peuvent aussi être des thématiques de recherche dans le but voilà, de communiquer sur la psychiatrie, de lutter contre les idées reçues et d'amener des informations qui sont importantes pour nos partenaires. Donc, je vais d'abord passer la parole à Cécile qui va vous expliquer l'accueil des étudiants. Merci. Donc, bonjour, je suis Cécile Fauvet, je suis infirmière au C2RL et je suis aussi tutrice de stage. Donc, on accueille nos étudiants. C'est pour moi ?
Ça te répond, non? Ah bon, d'accord. Donc, on accueille des étudiants, infirmiers, des internes, des ergots, des neuropsychologues, des psychologues et des assistants des services sociaux. Donc, moi, je vais parler plus de la partie infirmier. Donc, il y a un maître de stage qui est notre cadre, un tuteur de stage, donc moi-même, et on a tous les autres infirmiers qui sont des référents de stage. Donc, on s'est aperçu que quand on a accueilli nos étudiants, on avait une problématique. Il fallait des outils un peu spécifiques. C'est ici que je tape. Voilà. Je ne suis pas très douée en informatique. Hein. Donc, pour accueillir nos étudiants, en général, c'est eux qui appellent, qui font un entretien téléphonique avec moi. Ensuite, le jour de leur arrivée, on explique un peu l'organisation de l'hôpital, les missions du service, les différentes pathologies que l'on rencontre et surtout les idées reçues. On essaye de bien travailler dessus. On déstigmatise un peu la pathologie. Les rappels au sujet du secret professionnel, des présentations des différentes chartes, la détermination des objectifs de stage de l'étudiant et aussi du service. Et le déroulé du stage, des évaluations de mi-parcours, de fin de stage. Et j'établis un premier planning pour la semaine. Et ensuite, ce sont les référents qui font le planning pour le reste du temps. Et donc, j'ai établi aussi un livret d'accueil spécifique à notre service, à la réhab, afin que ça soit mieux. Voilà. Donc, ce livret d'accueil, on n'accueille que des étudiants en 2e et 3e année. Ce livret d'accueil, il va regrouper encore, je répète un peu les mêmes choses, mais la présentation de l'hôpital et du service, les objectifs qu'on vise aussi pour les différents étudiants en fonction de leur niveau d'études, et on met des références informatives au sujet des pathologies psychiatriques et de la RPS. Donc l'évaluation, elle se fait par, on voit si les objectifs ont été atteints, et l'évaluation de mi-stage et de fin stage avec les référents. On fait aussi un questionnaire de satisfaction et d'auto-évaluation. Ce questionnaire nous permet aussi d'évaluer nos pratiques, de voir si ce qu'on fait c'est bien, ce qu'on peut améliorer aussi, et puis aussi de voir si la réhab plaît aux étudiants. Et effectivement, ça leur plaît. Ils sont souvent étonnés, on a souvent le retour, mais je ne savais pas qu'une infirmière pouvait faire ce genre de travail. Donc voilà. Et c'est bon pour moi ? Ah non, alors si, j'ai oublié de dire. On aurait comme projet d'essayer d'intervenir dans les IFSI afin de parler un peu plus de la réhab, parce qu'ils ne connaissent pas. Et de manière à ce qu'on ait peut-être des étudiants infirmiers qui fassent des mémoires sur la réhab et qu'on puisse participer à ça aussi. Voilà, je laisse la place à Ariane. Alors bonjour à tous, je m'appelle Ariane Somad et je suis interne en 3e année de psychiatrie à Limoges. Donc je réalise actuellement un semestre au sein du C2RL. J'ai été formée en hypnose et thérapie brève pendant mon externat et lorsque je suis allée vers Émilie il y a quelques mois avec la proposition qu'a fait ma directrice de thèse et l'envie de réaliser une étude en lien avec l'hypnose. Elle a tout de suite accepté et on a progressivement construit ce projet, qui est donc une étude de l'évolution de l'estime de soi, après la participation à un programme d'hypnothérapie en groupe destiné à des personnes en situation de handicap psychique, accompagnées en réhabilitation psychosociale. Il s'agit d'une étude interventionnelle, thérapeutique, prospective et monocentrique. Le nombre calculé de sujets est estimé donc à 40 sujets qui seront répartis par un groupe de 6. Chaque usager participera à l'étude pendant 9 semaines et la durée totale de la recherche sera d'1 an. Si nous avons souhaité développer un programme d'accompagnement thérapeutique ciblant spécifiquement l'estime de soi, c'est à la fois pour répondre à la demande des usagers et des données de la littérature, car il s'agit actuellement, donc l'amélioration de l'estime de soi est l'une des demandes principales formulées par les usagers qui consultent dans les centres de réhabilitation psychosociale. Sur le site de Limoges, il s'agit de la demande la plus relevée lors de l'admission. Et il y a une étude publiée en mai 2022, donc à partir de la cohorte Réhabase, qui a mis en évidence
le rôle central de l'estime de soi dans la qualité de vie des personnes avec un handicap psychique accompagné en réhabilitation psychosociale. Donc, au cours de cette étude, il y a eu les parcours et les profils cliniques de 2180 patients issus de 15 centres de réhabilitation psychosociale en France avaient été analysés afin d'explorer les réseaux de dimensions de qualité de vie parmi 6 troubles. Et cela avait révélé que l'estime de soi était la dimension ayant le plus de connexion avec les autres dimensions de qualité de vie, ce qui suggère qu'il s'agit de la dimension centrale des réseaux de dimensions de qualité de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré la symptomatologie différente de ces différents troubles, il n'y avait pas eu... cela avait été observé pour tous les troubles analysés. Pour ce qui est de l'hypnose, en pratique courante, elle est utilisée pour augmenter l'estime de soi, mais il existe très très peu d'études qui ont évalué son efficacité avec cet objectif. Et il y a eu des expériences cliniques en réhabilitation psychosociale qui ont montré la pertinence de l'usage de l'hypnose, avec une satisfaction rapportée de la part des usagers. Et il n'existe donc à ce jour aucune étude scientifique évaluant l'efficacité de l'hypnose sur l'estime de soi chez des personnes en situation de handicap psychique. Donc, l'objectif principal de notre étude sera de comparer ce score de l'estime de soi via la CERS avant et après la réalisation de séances d'hypnose de groupe. Le critère de jugement principal sera donc la différence du score. Donc, pour rappel, la CERS, qui est un auto-questionnaire en 20 items avec une échelle graduée de 1 à 7. Et en objectif secondaire, nous avons choisi d'évaluer la faisabilité d'une psychothérapie par hypnose. Puisqu'il existe donc à ce jour des réticences à utiliser l'hypnose chez des personnes avec un diagnostic de schizophrénie ou de troubles de personnalité état limite par exemple, alors qu'en définitive il n'y a aucune donnée qui montre que cela pourrait les mettre plus en difficulté qu'avec une autre psychothérapie. Donc nous souhaitons évaluer cette faisabilité en observant l'assiduité des usagers au cours des séances. Il y aura un questionnaire de mesure de leur expérience, un questionnaire de pratique de l'auto-hypnose pour savoir s'ils s'approprient l'outil et s'ils l'utilisent. Et on évaluera la tolérance via les informations déclarées par le patient et présentes dans son dossier informatisé concernant les potentiels effets indésirables qui pourront être déclarés. Au niveau des critères d'inclusion, cela s'adressera aux usagers entre 18 et 65 ans qui ont débuté un suivi au C2RL dans un contexte de handicap psychique, qui ont un objectif d'augmentation de leur estime de soi et qui acceptent de réaliser des séances d'hypnose de groupe. Donc il y aura un consentement écrit de participation éclairée qui sera récupéré lors de la visite d'inclusion. Donc le fait qu'il soit assuré social, et s'il y a une mesure de protection, il y aura une information écrite de la curatelle, un accord écrit en cas de tutelle. Pour ce qui est des critères de non-inclusion, toute personne en incapacité de comprendre l'étude, de remplir les questionnaires, toutes les conditions, situations ou circonstances pour lesquelles, selon l'opinion de l'investigateur ou d'une personne associée mandatée à cet effet, l'indication de l'hypnose n'est pas dans le meilleur intérêt du patient, donc ce qui peut comprendre les décompensations psychotiques en cours ou les crises suicidaires par exemple. Et pour éviter les biais, toute participation simultanée à un autre protocole de recherche clinique impliquant une modification de l'estime de soi. De façon un peu plus concrète, il s'agira donc d'une psychothérapie de groupe via 5 ou 6 séances d'1 heure, donc avec apprentissage de l'auto-hypnose visant un objectif d'amélioration de l'estime de soi. Donc les séances seront réalisées suivant un protocole préétabli. Elles seront rapprochées dans le temps. Il y aura 2 séances par semaine pendant 3 semaines. Et au cours de la visite d'inclusion, il y aura un entretien orienté solution afin d'évaluer un objectif personnalisé et de récupérer les informations utiles pour la suite de la prise en charge. Et le livret de suivi sera remis qui permettra aux usagers d'évaluer leur progression, d'écrire leur ressenti et les tâches thérapeutiques qu'il y aura entre chaque séance. Donc l'échelle CERS, elle est systématiquement évaluée lors de l'admission au C2RL, donc ça correspondra à notre T-1. Elle sera réévaluée lors de la visite d'inclusion à T0, lors de la visite de fin de psychothérapie au cours de la 5e semaine à T1 et au cours de la visite de clôture au bout de 9 semaines qui correspondra donc au T2. Et au cours de la visite de fin de psychothérapie et la visite de clôture, il y a donc la mesure du score, un nouvel entretien orienté solution avec recueil des bénéfices et des changements observés, les questionnaires de recueil de ressenti et d'évaluation de la pratique de l'auto-hypnose.
Donc en définitive, cette étude permettra la mise en place d'une psychothérapie de groupe pour améliorer l'estime de soi avec l'hypnose, afin de renforcer le panel de soins proposés au sein du CE2RL et de favoriser les capacités de coping des usagers en toute autonomie grâce à la pratique de l'hypnose. Merci. Et juste pour conclure, donc effectivement, on a pu constater que les étudiants sont quand même intéressés pour connaître mieux les pratiques de réhabilitation psychosociale. Alors là, dans le projet d'Ariane, en fait, tout est orienté insertion professionnelle, puisque c'est le cas de toutes les personnes qui arrivent au C2RL. Donc c'est pas quelque chose qui existait en termes d'outils d'hypnose. Et en fait, on a eu souvent cette demande de la part des usagers qui vont sur Internet, voient ce que c'est l'hypnose, ont envie de tester et pensent que ça pourrait être un outil qui leur convient. Donc ça permettra de tester cette hypothèse-là. On a quand même la chance d'avoir toutes ces données qui sont mobilisables pour les projets de recherche des étudiants. Donc il n'y a pas que sur l'intra en psychiatrie qui peuvent réaliser leur mémoire, leur thèse, etc. Et ça leur permet justement d'axer ces travaux de recherche sur des outils qui sont plutôt en faveur du rétablissement, ce qui n'était pas forcément le cas des autres thématiques de recherche qui sont encore les plus répandues. Voilà, pour qu'on avait eu cette réflexion et qu'on souhaitait vous la présenter. Merci de votre attention.